Bienvenue à tous, c'est l'heure de votre journal du foot avec nous, notre consultant Manu Petit depuis Paris. Manu, bonjour, bienvenue. Bonjour Val, bonjour Lise. Et puis Lise Barenbaum avec moi sur ce plateau, nous allons tout lire. Et puis d'ailleurs, vous avez tout vu dans la presse, donc surtout restez avec nous car le programme est chargé. Et on va regarder tout de suite les résultats de cette 31e journée de Ligue 1, très fructueuse en but. Regardez, 37 réalisations. Lyon qui s'impose sur Guingamp, 3-1, même score pour Montpellier sur Bastia et Lille sur Reims. Victoire de Metz face à Toulouse, 3-2. Victoire de Caen sur Nantes et de Bordeaux sur Lens, 2-1. Enfin, dans le match au sommet en clôture de cette journée de Ligue 1, défaite de Marseille face au Paris Saint-Germain, 3-2. Mené de faux scores, le Paris Saint-Germain s'est quand même imposé dimanche à Marseille, 3-2. Le match a été intense et riche en occasions, Manu. Exactement, le stade a été en ébullition. Vous avez vu cet énorme tifo, un petit peu à l'image de ce qu'avait fait Barcelone lors du Classico contre la Madrid. Ça a été une ambiance de folie. Ce match, ce Classico a répondu à toutes les promesses auxquelles on attendait. Donc à la fois intense sur le terrain, intense dans les tribunes, avec un dénouement quand même hitchcockien, parce que 2 fois mené, à chaque fois revenir avec Gignac qui était là vraiment prédominant pour l'Olympique de Marseille. Mais Paris Saint-Germain, en termes d'équipe, a été largement supérieur, notamment sur les 25 premières minutes de la deuxième mi-temps où ils ont écrasé l'OM juste de tranquillité, ils ne sont jamais paniqués, avec une grande aisance technique. Finalement, on peut dire que le résultat est logique. Le Paris Saint-Germain est invaincu face aux Olympiens depuis le 27 novembre 2011, toutes compétitions confondues. Une nouvelle fois, les Marseillais ont donc cédé dans un stade Vélodrome archi-comble. 65 148 spectateurs, soit le record d'affluence dans l'enceinte, Manu. Il devait être en feu, ce Vélodrome. Exactement, donc pour ceux qui ne sont pas encore allés au Vélodrome, nouvelle version, je vous conseille vivement d'y aller parce que ce stade est tout simplement magnifique. C'est un vrai beau stade de football qu'on aimerait en voir plus souvent en France, mais c'est vrai qu'avec ce genre de match, avec 65 000 personnes, toute la ferveur populaire, avec la dimension justement sociale qu'il peut y avoir entre les deux clubs, ça a été vraiment un super match à regarder, très intense, avec beaucoup de choses dans le match, en dehors, avant le match, mais vraiment ça a été les matchs qu'on a envie de voir chaque week-end, on va dire, Valérie. Alors justement, je vous propose d'écouter tout de suite les 2 entraîneurs à l'issue de la rencontre. À mon avis, ça a été un très beau match à suivre. Certainement un très beau match à jouer pour les joueurs. Avec des philosophies, dirons-nous, offensives de la part de Marseille et de la part de Paris. Et puis avec une maîtrise technique, à mon sens, plus élevée du côté parisien. Même si on a commis une erreur qui nous a coûté très très cher en deuxième mi-temps, puisque le deuxième but, c'est sur une erreur technique de notre part. Le résultat est juste. Il y a une opposition de style différent. Alors Marcelo Bielsa, l'entraîneur marseillais, a reconnu la supériorité du Paris Saint-Germain. Pensez-vous que c'est fair play, Manu ? Bien sûr, je pense qu'il a reconnu les limites de sa propre équipe. Le système qu'a mis Bielsa, c'est un petit peu le système qui a fait le succès de l'Olympique de Marseille les 6 premiers mois, à savoir un groupe solidaire, hargneux, combatif, toujours porté vers l'avant, avec un pressing constant dans la propre moitié de terrain adverse. Ça a marché les 45 premières minutes. Simplement, deuxième période, les Parisiens sont revenus avec de meilleures intentions, avec la volonté de contrôler ce match et de faire voir vraiment leur réel talent, à la fois individuel et collectif. Et physiquement, les Marseillais n'avaient pas justement les ressources nécessaires pour continuer ce qu'ils ont fait sur la première partie. Donc, tout simplement, c'est que le Paris Saint-Germain a montré qui était le patron dans ce match-là et a écarté un prétendant au titre. Alors justement, cette défaille marseillaise a des proportions bien plus grandes qu'à l'accoutumée. Les joueurs de Laurent Blanc ont peut-être écarté définitivement la candidature des Marseillais pour le titre. 5 points séparent désormais les 2 équipes. La messe est dite, Manu. Est-ce que vous pensez que cette victoire, ça veut dire, concrètement, c'est le titre pour Paris ? Il y a Lyon quand même, Valérie, parce que quand on regarde le calendrier de Lyon, il est quand même largement à leur portée. Donc, quand on voit les échéances du Paris Saint-Germain, ne serait-ce que sur le mois d'avril, où ils ont 7 matchs importants, à commencer avec celui d'hier. Donc, ils ont 6 échéances très importantes. Commencer mercredi, demi-finale de Coupe de France. 3 jours après, donc en fin de semaine, la finale de Coupe de la Ligue, avec les doubles confrontations contre le FC Barcelone, en sachant les blessures aujourd'hui qui ont frappé l'effectif parisien. Ça ne va pas être aussi simple que ça. Et même si tout le monde pense que Marseille est loin du titre, 5 points lorsqu'on connaît les difficultés. Alors c'est vrai que Paris
est largement supérieur à n'importe quel effectif de Ligue 1. Néanmoins, avec les échéances qui arrivent, ça peut très vite se retourner contre eux. Donc, on va dire wait and see. Ils sont dans une position confortable, mais rien n'est assuré mathématiquement. En tout cas, il y en a un qui continue à souffrir hors terrain. Lise Barenbaum, c'est Jérémy Morel. Et oui, le défenseur marseillais qui a marqué contre son camp, ce qui a permis quelque part au PSG de gagner. Et les supporters marseillais s'en sont vraiment pris à lui. Ils en ont fait leur bouc émissaire sur Twitter. On a par exemple un tweetos qui écrit que Morel est aussi rassurant pour une défense qu'Andreas Lubitz dans un cockpit d'avion. Ce à quoi le joueur a répondu avec beaucoup de modestie. Il a dit « Je comprends qu'on ne veuille retenir de mon match que le contre son camp. C'est le football. J'ai mal pour l'OM. En tant que pro, je pense à la suite. » C'est dur quand même, hein, Manu, parce que ça peut arriver à tout le monde. Non, mais surtout que Morel, il a souvent été pris à partie par les Marseillais lorsque ça n'allait pas bien, alors que c'est probablement un des meilleurs Marseillais cette saison, à un poste qui n'a pas l'habitude de jouer, d'autant plus. C'est vrai que la défense a souvent été pointée du doigt comme étant le maillon faible de cette équipe olympienne. Néanmoins, je dirais que lorsque vous avez une cassure tactique aussi importante, à la fois dans le potentiel offensif et le secteur défensif, vous ne pouvez pas toujours incriminer uniquement les défenseurs. Donc je crois qu'à la fois lorsqu'on marque des buts, c'est aussi la richesse de tout un effectif, mais quand on concède des buts aussi, c'est le travail également du milieu de terrain des attaquants. Donc Morel, il joue un poste qui n'est pas le sien, donc c'est facile de lui mettre la tête dans le caniveau, on va dire. Mais bon, il a quand même rendu énormément de services depuis le début de saison. Allez, on va passer à Lyon, au stade du Roudourou. L'OL, quoique privé de 3 titulaires, a eu l'emprise totale sur le match face à des pâles bretons. Une victoire nette et logique pour les hommes d'Hubert Fournier. Oui, et il fallait qu'ils se rassurent après leur déconvenue à domicile contre l'OGC Nice. Mais c'est vrai que ça a été une victoire probante, d'autant plus que Guingamp, à chaque fois, aime bien croquer les gros, hein, que ce soit à Marseille, que ce soit le Paris Saint-Germain ou même Monaco. Non, je crois que Marseille a gagné, pardon. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui nous avait habitués à taper des gros à chaque fois à domicile. Mais là, il y avait 2 classes de différence entre les 2 équipes. Heureusement que Hubert Fournier, encore une fois, Fekir, Lacazette, Ntep, à chaque fois les 3, lorsqu'ils sont associés, savent faire parler la poudre. Et à chaque fois, c'est aux alentours de 3 buts. Ça marche très bien, c'est vrai. Alors Lise, on parlait il y a quelques semaines de Yoann Gourcuff, qui ne s'entend pas très bien avec Jean-Michel Aulas. À la fin de la saison, il sera libre de tout engagement. À votre avis, combien coûte-t-il et où va-t-il aller ce joueur ? Alors déjà, il y a une pétition qui circule sur Internet qui s'appelle « Pour que Gourcuff revienne à Bordeaux ». Elle a réuni plus de 2000 signatures en une semaine. Et pour ce qui est du salaire, en fait, à cause de ses longues blessures à répétition à l'OL, eh bien, depuis son arrivée en 2010, la cote de Gourcuff a considérablement diminué. Il faut quand même rappeler qu'il n'a disputé que 5 matchs dans leur intégralité par saison. Il a été acheté 22 millions d'euros à Bordeaux en 2010 et il a coûté chaque année 7 millions d'euros de salaire, soit une dépense totale de 60 millions d'euros, alors qu'il n'a joué qu'un match sur 2, ça fait pas beaucoup. En tout cas, s'il va à Bordeaux, son salaire ne dépassera certainement pas celui du joueur le mieux payé, Yaroslav Plazil, qui gagne 180 000 euros par mois. Qu'en pensez-vous, Manu ? C'est quand même très cher payé pour un joueur qui joue presque pas. Oui, effectivement, mais bon, je veux dire, un joueur qui est blessé, je crois que la principale victime, c'est lui-même. Donc je pense que, connaissant Gourcuff, je pense qu'il souhaiterait davantage être sur le terrain que sur le banc, justement, des soigneurs. Malgré tout, il est en fin de contrat. Donc n'oubliez pas qu'il n'y aura pas d'indemnité de transfert dans la mesure où... Et si jamais il reste à Lyon, moi c'est la question que je pose, parce que si Lyon se qualifie pour la Champions League, il leur faudra avoir un effectif compétitif et qualitatif et quantitatif à la fois en championnat mais aussi dans les coupes. Mais ça va être difficile quand même avec justement cette relation maintenant avec Jean-Michel Aulas, ça va être difficile pour lui de rester à Lyon, non ? Pourquoi pas, mais rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais écrit d'avance dans le football. Donc un joueur qui arrive en fin de contrat, qui est libre d'indemnité de transfert, peut aller n'importe où il veut. Simplement, c'est que tout le monde est d'accord pour dire qu'il a un énorme potentiel, mais tout le monde est d'accord que mentalement et physiquement, c'est quelqu'un d'extrêmement fragile. Donc qui va prendre le pari de lui donner énormément de salaire pour qu'il vienne ? Lui, au contraire, il est dans un fauteuil, c'est du velours pour lui. Il est en fin de contrat, il sait très très bien qu'il va y avoir des demandes. Donc il va y avoir une espèce de forme de surenchère. Moi, je me dis, si je me mets à sa place, pourquoi pas continuer mon bail avec l'Olympique Lyonnais, ce d'autant plus s'il se qualifie pour la Champions League. Alors justement, Jean-Michel Aulas serait la victime de Vincent Labrune, le président de l'OM. Oui, une guerre de présidents alors.
On sait que Jean-Michel Aulas aime beaucoup parler sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, et souvent à l'encontre des arbitres de L1. Donc il va passer devant le Conseil national de l'éthique le 14 avril prochain. Et il semble que Marseille attende beaucoup de cette audience. En fait, l'OM a même transmis un dossier à la fédération qui compile toutes les sorties d'Aulas, ce à quoi Jean-Michel Aulas a répondu que Vincent Limbrune était un jeune président sans expérience. Alors vous avez l'impression qu'il est invincible, Jean-Michel Aulas, Manu Petit? Non, pas du tout, mais je pense que c'est l'agitateur un petit peu de la Ligue 1. C'est un président moderne qui est omniprésent sur les réseaux sociaux, à l'arrivée justement de son grand stade qui sera connecté. Donc je pense que là, il va y avoir encore plus de tweets de la part de Jean-Michel Aulas. Malgré tout, vous savez, méfiez-vous quand même Jean-Michel Aulas, parce que sous les apparences se cache souvent un fin tacticien, quelqu'un justement qui a toujours une longueur d'avance sur ses concurrents directs, comme Vincent Limbrune avec l'Olympique de Marseille. Moi, j'ai l'impression que depuis des mois, où il est omniprésent sur les réseaux sociaux, c'est une façon d'attirer l'attention et la pression sur lui à la fois des gens, mais aussi des médias. Pendant ce temps-là, son équipe continue à gagner et est le principal concurrent pour le titre contre le Paris Saint-Germain. Donc moi, je me dis que c'est un fin tacticien quelque part. Alors, on va terminer avec une note humoristique. Un site internet s'est amusé à décrire les clubs de Ligue 1 d'une manière très originale. Lise Barenbaum. Oui, c'est le site Merci Alfred qui fait en fait des camemberts pour représenter les équipes françaises. Alors par exemple, le PSG, c'est 1% de la chevauchée de Samy Traoré, 10% de leur président qatari, 20% de célébrités qui sont dans la corbeille du Parc des Princes et 69% de Zlatan. Autre exemple, l'OM, ça serait 10% du rappeur Soprano, très apprécié dans la cité phocéenne, 20% du Vélodrome, 35% de Bielsa et 35% du premier club français qui a gagné la Ligue des Champions. Alors Manu, à votre avis, l'OL se décomposerait en quoi? Vous avez une idée? Vous avez dit Soprano, je rajouterais IAM quand même, parce qu'avant Soprano, il y avait le célèbre groupe IAM de rap. Mais bon, c'est vrai que on va dire que c'est relativement proche de la réalité, mais il faut le prendre avec beaucoup de recul et au second degré, avec humour. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu la perception des fois simpliste des gens concernant leur club. Alors justement, pour l'OL, c'était 10% de foot féminin, 20% de centre de formation, 30% de tweets de Jean-Michel Aulas et 40% du duo Lacazette et Fekir. Allez, voilà, on va maintenant jeter un œil rapide au classement. Le club de la capitale reste leader avec 62 points. Choix de courte durée pour Lyon, second à 1 point des leaders. L'OM voit sa place sur le podium en danger. 57 points pour les Phocéens. Monaco a manqué une belle opportunité de se rapprocher du trio du podium avec ce match nul face à son concurrent direct Saint-Etienne, 5e. Pas de changement au classement pour les joueurs du Rocher, mais ils devront impérativement gagner leur match en retard mardi prochain face à Montpellier à domicile pour espérer atteindre leur objectif. De son côté, Bordeaux reste en course pour l'Europe après sa victoire face à Lens, lanterne rouge. Les Girondins sont 6e avec 51 points. 2 points séparent le 8e du 9e Lille et Rennes. Nantes est à la 10e place. Allez, on passe tout de suite au foot allemand. Et toujours, de moins en moins de suspense en Allemagne. Le Bayern avance inexorablement vers le 3e titre consécutif. Le rouleau compresseur bavarois est lancé à toute allure. Ce week-end, ils se sont déplacés sur le terrain de Dortmund il y a encore quelques mois. Il s'agissait du moment le plus chaud de la saison. À présent, ce n'est plus qu'une simple victoire de plus. Michael Friedman nous résume la rencontre. C'est l'un des matchs phares de la saison. Le Borussia Dortmund a accueilli dans son antre le Bayern Munich. Complètement dépassé au classement, le Borussia subit aussi sur le terrain et finit par craquer en fin de première mi-temps. Parfaitement lancé en profondeur, Müller rate le coche face au gardien, mais au rebond, il y a Lewandowski. Le Polonais, ancien de la maison jaune et noire, ne fait pas de sentiment et marque le but victorieux face à son ancien public. C'est toujours génial pour moi de jouer ici à Dortmund. Nous sommes heureux d'avoir gagné aujourd'hui. Après mon but, je n'ai pas voulu le célébrer parce que j'ai passé 4 ans ici, 4 très belles années. Et j'ai toujours beaucoup de respect pour Dortmund. Cela étant dit, je suis heureux que nous ayons pris les 3 points et heureux d'avoir marqué. En seconde période, Dortmund a plusieurs fois l'occasion de revenir au score et la plus franche est un coup franc de Marco Reus. Mais en face de lui, il y a Manuel Neuer. Le gardien de la Nationalmannschaft fait un arrêt décisif sur sa ligne et préserve la victoire des siens.
Que dire? Je suis concentré et attentif. Mon boulot, c'est de savoir réagir au bon moment. Je sais que Marco Reus est un bon tireur de coups francs. Quand on s'est entraîné ensemble en sélection nationale, j'ai vu qu'il avait un très bon tir. Mais cette fois-ci, je l'ai empêché de marquer. Au classement, le Bayern est inatteignable. Mais lorsque ces deux équipes s'affrontent, les Bavarois ne savent plus sur quel pied danser. Sur leurs 5 dernières rencontres, les hommes de Pep Guardiola ne gagnent que par 3 victoires à 2. En tout cas, en Bundesliga, cette année, le Bayern s'est adjugé 2 victoires pour la plus grande fierté de l'entraîneur espagnol. Lewandowski, he did it. He won. It's not easy to. Robert Lewandowski a été très bon, il a gagné. Ce n'était pourtant pas facile face à 2 défenseurs comme Subotic et Hummels. Lui et Thomas Müller ont joué très bien. Pour les dernières 20-25 minutes, quand Thiago est entré en jeu, il nous a permis de plus jouer dans la surface. Cette victoire permet aux Bavarois de maintenir leur avance de 10 points dans ce qui semble être une course au titre sans adversaire. Et bien voilà, ça fait de cette émission. Manu, Lise, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous avoir en plateau. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Restez avec nous.